La Chine est devenue la deuxième plus grande économie mondiale grâce à la plus grande période de croissance économique de 40 ans de l'histoire. Le produit intérieur brut de la Chine a augmenté de plus de 9% par an de 1980 à 2019 et pendant cette période, plus de 800 millions de personnes sont sorties de l'extrême pauvreté. Mais les beaux jours couraient toucher à leur fin. Le capital qui a financé la croissance de la Chine s'épuise, l'énergie qui alimentait son industrie manufacturière devient plus chère et la croissance effrénée de son marché immobilier s'est heurtée à un mur. L'économie chinoise fait face aux défis les plus inquiétants depuis le grand bond en avant, qui a entraîné 3 années de famine et des dizaines de millions de morts. Mais les rivaux géopolitiques de la Chine ne devraient pas s'en réjouir. La Chine est le principal partenaire commercial de plus de 120 des 195 pays du monde, ce qui signifie que les problèmes dans l'empire du milieu peuvent et vont affecter tout le monde. Dans cette vidéo, nous analysons la grande bulle de la dette que les dirigeants chinois essaient de réduire, tandis que les conditions difficiles du marché mondial de l'énergie aggravent la situation. Et le choix politique le plus probable que le Parti communiste chinois devra faire pour rester solvable. Si l'économie chinoise risque d'exploser comme une pyramide de Ponzi, il faut d'abord comprendre ses 40 ans de succès avant la situation actuelle. L'essor économique de la Chine débute dans les années 1970, lorsque Deng Xiaoping lance la réforme et ouverture. Cela a marqué un tournant majeur par rapport à l'économie planifiée qui avait caractérisé l'histoire de la Chine communiste. Mais il savait qu'il ne pouvait transformer totalement un pays communiste en capitaliste tout en gardant le contrôle. Il a donc limité les forces du marché libre à 4 zones économiques spéciales. Dans ces zones délimitées, le commerce se faisait selon un système plus orienté vers le marché, encourageant l'investissement étranger, l'entrepreneuriat privé et le commerce mondial. Ces zones économiques spéciales ont connu un succès fulgurant et la Chine a connu sa première explosion de croissance au début des années 1980. Les villages se sont transformés en métropoles, l'agriculture est devenue plus productive et le niveau de vie a augmenté. Shenzhen est devenue une puissance manufacturière. Cela a également commencé à remplir le bilan chinois, car la plupart des entreprises qui prospéraient étaient des entreprises publiques. Les entreprises publiques sont des sociétés dont l'État possède une part importante ou majoritaire. Elles bénéficient souvent de subventions, de crédits bon marché et d'avantages réglementaires gouvernementaux. Pour réussir dans des secteurs stratégiques tels que l'énergie, les télécommunications, les transports et la finance, elles sont également tenues de respecter les mandats du gouvernement et les objectifs de politique publique, comme les quotas d'emploi. Le Parti communiste chinois a trouvé un modèle où il pouvait canaliser les profits de l'industrie privée dans sa vision centralisée de l'économie et si ces entreprises pouvaient accéder aux marchés de capitaux mondiaux. Toutes les règles étaient bouleversées, ce qui nous amène au deuxième moment clé de l'ascension économique de la Chine, son adhésion à l'Organisation mondiale du commerce en 2001. L'accord de l'Organisation mondiale du commerce pour adopter le projet de décision sur l'adhésion de la République populaire de Chine. En respectant les normes de l'Organisation mondiale du commerce pour réduire les droits de douane, accroître la transparence et protéger la propriété intellectuelle. Ils ont ainsi pu s'intégrer davantage à l'économie mondiale et attirer encore plus d'investissements étrangers. Après l'entrée de la Chine à l'Organisation mondiale du commerce, les investissements directs étrangers ont fortement augmenté. En 2002, les flux entrants étaient d'environ 53 milliards et ont atteint 108 milliards en 2008. Alors que des centaines de millions de Chinois voyaient leur salaire augmenter, leur capital affluait vers les banques. Cela a accéléré le modèle de croissance basé sur l'investissement en Chine, car le système bancaire suit des directives administratives. Les banques reçoivent des quotas de prêts du gouvernement au lieu de suivre le marché. Cela a conduit à un surinvestissement effréné, alimentant une bulle immobilière insoutenable. Le Parti communiste chinois a donné son feu vert à d'immenses projets d'infrastructures, a encouragé l'urbanisation d'anciens villages et a développé de nombreuses industries tournées vers l'exportation. La production manufacturière et la construction reposent sur les importations d'énergie. Plus grand consommateur mondial, la Chine utilise surtout des combustibles fossiles. En plus d'approuver la construction de 2 nouvelles centrales à charbon chaque semaine, la Chine est également le plus grand importateur de pétrole brut au monde. Ils importent plus de 10 millions de barils de pétrole brut par jour. C'est plus que les États-Unis et l'Inde réunis.
En conséquence, aujourd'hui, la Chine se trouve dans une situation périlleuse, utilisant la dette pour financer sa croissance. Elle a besoin de marchés d'exportation solides pour écouler ses produits et dépend des marchés mondiaux de l'énergie pour maintenir la viabilité de ses industries manufacturières. Maintenant, parlons de l'immobilier. Au début d'une stratégie de croissance par l'investissement, un peu plus de dette n'est pas problématique. Les prêts servant à construire une autoroute entre grandes métropoles ou un aéroport dans une ville moyenne stimulent la croissance économique. Mais à terme, il faut passer à une économie tirée par la consommation, où la richesse de la population et sa demande de biens et de services peuvent alimenter la croissance. Sinon, les planificateurs centraux devront continuer à investir dans des opportunités toujours plus mauvaises. Cela ressemble à des routes qui ne mènent nulle part, un deuxième aéroport dans une ville de taille moyenne et d'énormes projets immobiliers sans locataires. La Chine a construit une quantité excessive de logements. Avec une population d'environ 1 milliard d'habitants, le pays possède suffisamment de logements vacants pour héberger jusqu'à 3 milliards de personnes. Il y a environ 72 millions de logements invendus. Pourtant, cela ne tient même pas compte des biens vendus mais non achevés ou des logements achetés comme investissement mais délibérément laissés vacants. Une construction excessive a conduit à des quartiers entiers de complexes résidentiels de grande hauteur laissés vides, certaines provinces étant confrontées à l'achèvement. Des délais de plus de 20 ans pour des projets inachevés. C'est pourquoi l'immobilier chinois ne vaut au mieux qu'un dixième de son prix actuel. Cela peut être une sous-estimation, mais ce n'est certainement pas une exagération. Et c'est un symptôme de leur système axé sur l'investissement et dépendant des exportations. Le modèle économique chinois ne fonctionne pas vraiment si vous récompensez tous vos travailleurs avec des salaires plus élevés, car cela nuirait aux exportations chinoises. La manière la plus simple pour les ménages de créer de la richesse en Chine a été via le marché immobilier. S'endetter, acheter des biens immobiliers, les prix montent, tout le monde est content. C'est l'une des raisons. L'immobilier représente plus de 60% de la richesse des ménages chinois, contre seulement 23% aux États-Unis. En conséquence, le secteur immobilier a représenté environ 29% du produit intérieur brut de la Chine. Comparez cela aux États-Unis, où la contribution combinée du logement au produit intérieur brut se situe généralement entre 15 et 18% par an. Les dirigeants chinois, conscients du problème, ont vu Xi Jinping imposer récemment des restrictions au secteur immobilier pour faire passer un message. La Chine vise la prospérité commune et veut éviter que la création de richesses fictives ne devienne incontrôlable. Pour limiter les excès immobiliers, le gouvernement a instauré des politiques comme les 3 lignes rouges pour restreindre l'endettement des promoteurs. Mais il s'avère qu'on ne peut pas démanteler de manière ordonnée une bulle immobilière de 50 000 milliards. Cela pourrait provoquer la plus grande récession de l'histoire moderne. Voici comment, quand les prix de l'immobilier chutent. Cela affecte le bilan des ménages et des promoteurs très endettés, les poussant à vendre des biens immobiliers pour rétablir leur bilan. Mais personne ne veut de nouveaux prêts hypothécaires lorsqu'il est occupé à réparer et à rembourser ses dettes. Le manque d'acheteurs coïncide avec le resserrement des critères des prêteurs pour accorder un prêt hypothécaire. Cela fait encore baisser les prix de l'immobilier dans un cercle vicieux connu sous le nom de récession du bilan. La Chine baisse actuellement les taux d'intérêt, mais cela risque d'être inefficace car la demande de crédit manque. Tout le monde sait que l'immobilier est surévalué et Xi a dit qu'il n'interviendrait pas pour soutenir la situation. La baisse des taux en Chine, alors que la Fed ne les réduit pas, accentue les écarts de taux d'intérêt. Cela signifie que la pression sur le yuan, la monnaie chinoise, fait des secondes et puis l'immense s'accentue. Depuis 2 décennies, la Banque populaire de Chine maintient le yuan à un niveau relativement stable par rapport au dollar américain, ce qu'on appelle un système de flottement dirigé. Ce flottement dirigé permet à la Chine de maintenir un taux de change compétitif pour ses exportations. La Chine essaie de défendre ce niveau de 7,20, mais quelques fissures commencent déjà à apparaître. Pourquoi est-ce important ? Eh bien, les contrôles des capitaux chinois et la taille relativement petite de leur marché des capitaux signifient que la faiblesse du secteur immobilier reste pour l'instant isolée à la Chine. La Chine investit beaucoup dans certains pays, mais ces fonds vont diminuer, ce qui pourrait affecter l'Australie, le Brésil et les bénéficiaires de l'initiative La Ceinture et la Route. Certains espèrent encore que le Parti communiste chinois investira davantage pour relancer l'économie, mais la politique et les messages montrent le contraire.
L'investissement ne porte plus la croissance. Mais ce ralentissement n'affectera pas seulement le marché immobilier, il aura des répercussions dans toute l'économie chinoise, en particulier dans la construction, le ciment et l'acier. En Argentine et en Turquie, l'inflation est hors de contrôle. Dans des pays comme les États-Unis et l'Allemagne, l'inflation est devenue un sujet politique sensible. Mais en Chine, la déflation est bien plus effrayante. Cela signifie un effondrement du marché immobilier où la classe moyenne chinoise voit sa richesse anéantie. En même temps, si les projets de développement sont arrêtés, d'énormes pans de la main-d'œuvre se retrouveront au chômage. Le gouvernement doit investir dans d'autres secteurs pour tenter de maintenir une partie de ce château de cartes. Il est difficile d'évaluer précisément les investissements requis, mais des experts comme Brian McCarthy estiment qu'il faut près de 10% de croissance annuelle en Chine pour éviter un effondrement économique. Cela nécessiterait environ 5 000 milliards de nouveaux crédits émis par an, ce qui conduirait inévitablement à une surproduction dans les industries axées sur l'exportation, que le gouvernement privilégie. Si le Parti communiste chinois veut réussir dans les véhicules électriques, il n'attendra pas que le marché fasse émerger quelques entreprises. À la place, ils feront venir des entreprises étrangères de véhicules électriques pour fabriquer en Chine à tarifs préférentiels, puis s'approprieront un maximum de leur propriété intellectuelle. Ils créeront ainsi de nombreuses entreprises de véhicules électriques grâce aux subventions et prêts bancaires avantageux. Ces entreprises se livreront une forte concurrence en Chine pour dominer le marché. Le survivant deviendra un champion national, trop important pour faire faillite en raison de son poids géopolitique, de l'emploi et du prestige national. Malheureusement, en cours de route, les subventions et les prêts bon marché entraîneront la surproduction de ce produit ciblé. Même si la richesse de la population chinoise a augmenté et qu'elle consomme une partie de cette production, une récession du bilan implique que la plupart devra être exportée, comme le montrent les données d'exportation. Les exportations d'acier chinois augmentent de plus de 40 millions de tonnes. Les exportations de véhicules particuliers ont grimpé à plus de 5 millions de voitures par an. Dans d'autres secteurs, comme les batteries, la capacité chinoise est 4 fois supérieure à la demande intérieure. La capacité chinoise pour les panneaux solaires dépasse même les estimations les plus optimistes de la demande mondiale. Quand ces grandes quantités arrivent sur les côtes d'un autre pays, les dirigeants font face à un dilemme. Faut-il laisser la population acheter ces produits tant bon marché ? Les consommateurs seront satisfaits, et s'il s'agit de t-shirts pas chers, qui cela dérange-t-il ? Mais qu'en est-il des technologies clés qui détruisent les entreprises locales incapables de rivaliser sur les prix ? Des membres de l'Organisation mondiale du commerce comme les États-Unis, l'Inde et le Brésil imposent des droits de douane sur les voitures importées. L'Union européenne protège l'agriculture, l'acier et la chimie. Ce sont tous des secteurs que les planificateurs centraux chinois ont ciblés en raison de leur importance stratégique. Même l'un des partenaires de la Chine dans les Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud commence à s'inquiéter. Si les fabricants chinois ne trouvent pas de marché à l'étranger pour vendre leurs produits, alors le miracle économique chinois est terminé. Maintenant, avant d'aborder les défis de la sécurité énergétique de la Chine, nous devons parler du pourquoi. Il sera impossible de prédire la date exacte de l'effondrement économique. Le gouvernement chinois est un État totalitaire à parti unique. Dans une démocratie multipartite, la gestion d'une crise économique diffère nettement. L'électorat évince le parti au pouvoir, mais dans un État à parti unique, il n'existe pas cette soupape de sécurité. Une véritable crise économique signifie que les gens commencent à manifester dans les rues, donc ils feront littéralement tout pour éviter ce scénario. Tout ce qui peut être repoussé le sera jusqu'à ce que ce ne soit plus possible. L'une des mesures pour éviter l'effondrement consiste à brouiller l'environnement informationnel. Certaines personnes qui regardent cette vidéo pourraient en même dire que ce n'est pas ce que disent les données. L'économie de la Chine est en croissance et le chômage est faible. Demandez à cette personne, comment le savez-vous ? Vous voyez, depuis une décennie, la Chine retire progressivement l'accès aux données concernant son économie. Aujourd'hui, l'accès depuis l'extérieur de la Chine à toutes les bases de données économiques a été complètement coupé. Inclut des infos sur les entreprises de Hong Kong et Chine continentale. Plus de données douanières, mais aucune info financière. L'accès aux données douanières a été coupé en 2018. Rien qu'en 2021, les douanes chinoises ont déclaré 400 milliards de plus que l'administration d'État d'échange.
Les flux de données comme Wind, la base de données la plus chère utilisée par les universités et les fonds spéculatifs, ne sont désormais accessibles qu'à partir de sites IP de confiance situés en Chine continentale. Mais même ces flux de données continuent de disparaître. En tant qu'observateurs extérieurs, nous devons évaluer cela à un niveau méta. Cachent-ils une faiblesse ou dissimulent-ils leur force ? À l'époque où John D. Rockefeller dominait le marché du pétrole, il utilisait une méthode très persuasive pour racheter ses concurrents. Il tenait des registres précis des opérations de son entreprise, incluant coûts, bénéfices et production. Lorsque des concurrents tentaient de défier Standard Oil, Rockefeller les invitait parfois dans son bureau et leur montrait ses registres. L'ampleur et la rentabilité de Standard Oil, telles que documentées dans les registres de Rockefeller, démoralisaient souvent ses rivaux. Beaucoup savaient qu'ils ne pouvaient rivaliser avec l'efficacité de l'entreprise de Rockefeller. Certains préféraient vendre à Standard Oil plutôt que de concurrencer. Cette stratégie a contribué à la capacité de Rockefeller à consolider l'industrie pétrolière et à faire de Standard Oil un puissant monopole. Si l'économie de Xi Jinping tournait à plein régime, ne voudrait-il pas que le monde le sache ? Cela ne faciliterait-il pas l'accès à des financements bon marché pour les entreprises nationales et n'inciterait-il pas les concurrents indo-pacifiques à rejoindre les nouvelles routes de la soie ? Au Congrès national du peuple 2024, l'objectif annoncé est une croissance du produit intérieur brut de 5% et une inflation de 3%. Le rapport du Premier ministre indique que tous les problèmes seront résolus et que le gouvernement restera prudent sur la relance. Et d'une manière ou d'une autre, les données officielles indiqueront une croissance du produit intérieur brut de 5%, n'y croyez pas. Et tu trouves ça intéressant ? Merci de laisser un j'aime. Si oui, ça aide l'algorithme, merci. Pour atteindre ses objectifs de produit intérieur brut, la Chine aura besoin de beaucoup d'énergie. Déjà premier consommateur mondial, sa croissance dépend de l'énergie. La majeure partie de la production pétrolière nationale de la Chine a lieu dans ces provinces du nord-est. Cependant, les champs pétrolifères de Taiqing, Shangli et Laohei déclinent ces dernières années à cause de l'épuisement des gisements matures et de la complexité accrue de l'exploitation des réserves restantes. Leur production nationale de brut plafonne à environ 4 millions de barils par jour, laissant un écart à combler par les importations. La Chine importe environ 70% de son pétrole, principalement d'Arabie Saoudite, Russie, Irak et Angola. Cette forte dépendance au pétrole étranger rend la Chine vulnérable aux perturbations de l'approvisionnement et à la volatilité des prix. Tout événement géopolitique affectant ses fournisseurs clés ou toute perturbation des routes maritimes essentielles, comme le détroit de Malacca, pourrait avoir de graves conséquences pour la sécurité énergétique de la Chine. Une hausse soudaine des prix mondiaux de l'énergie accentuerait les difficultés économiques de la Chine, augmentant ses coûts de production et affectant sa stabilité économique. La probabilité de cela augmente. L'Ukraine vise les raffineries portillées pour tenter de ralentir la machine de guerre russe. Alors que les groupes soutenus par l'Iran attaquent Israël, leurs actifs pétroliers deviennent une cible de plus en plus attrayante. De plus, le Venezuela, la Libye, le Nigeria et le Guyana sont tous confrontés à des situations géopolitiques de plus en plus instables qui pourraient avoir un impact sur les marchés pétroliers internationaux. Le soutien de la Chine à la Russie dans la guerre en Ukraine aurait dû pousser Pékin à sécuriser la production d'énergie en Asie du Sud-Est et dans le Golfe Persique, en prévision d'une insécurité énergétique croissante. Le gouvernement de Xi a choisi d'importer massivement du pétrole brut russe. Ainsi, la Chine possède la deuxième plus grande réserve stratégique de pétrole au monde après les États-Unis, bien que la taille exacte de sa réserve ne soit pas officiellement révélée. Des analystes estiment qu'elle atteint environ 550 millions de barils, couvrant seulement 90 jours de consommation. La Chine n'est qu'à un choc énergétique majeur de voir sa déflation de la dette devenir non linéaire. Que se passe-t-il quand une bulle de dette de 50 000 milliards éclate ? D'abord, les banques rencontrent des difficultés. Elles ont accordé la majorité de ces prêts et en détiennent une grande partie. La Chine possède les 4 plus grandes banques mondiales. Ces entreprises publiques sont toutes plus grandes que JP Morgan. La Banque industrielle et commerciale de Chine, la plus grande banque du monde, possède un portefeuille de prêts de plus de 35 000 milliards, dont une part importante est liée au secteur immobilier. La Banque de construction de Chine, la Banque agricole de Chine et la Banque de Chine ont aussi une forte exposition aux prêts immobiliers.
En tant qu'entité publique, ces banques sont confrontées à un dilemme impossible lors d'un scénario de déflation de la dette. Un effondrement de l'activité de prêt entraînerait des faillites d'entreprises généralisées et des pertes d'emplois, aggravant ainsi le ralentissement économique. Elles seront donc sous pression pour continuer à prêter. Mais accumuler des prêts de plus en plus risqués dans leur bilan finira par anéantir les fonds propres de ces banques. Les actionnaires, en particulier les investisseurs étrangers, verront leur capital effacé alors que le Parti communiste chinois tentera de combler le gouffre béant dans le bilan national. Après cela, ils recapitaliseront les banques, mais pas avant d'avoir anéanti les actionnaires. Mais cela ne se limite pas aux banques. La finance de l'ombre a alimenté la bulle immobilière. Les prêts fiduciaires et les produits de gestion de patrimoine ont été utilisés pour contourner les réglementations sur les prêts bancaires traditionnels, permettant aux promoteurs d'accéder au crédit, même lorsque le système bancaire officiel se resserre. Ces produits ont souvent des taux d'intérêt plus élevés et des échéances plus courtes, les rendant plus vulnérables à un ralentissement immobilier lorsque les défauts de paiement augmentent. L'opacité de ces produits et leur lien avec le système bancaire officiel pourraient renforcer l'impact d'une déflation de la dette. C'est une situation infernale. Les prix de l'immobilier baissent, ce qui entraîne toutes sortes de défauts de paiement et de saisie. Cela signifie que ces banques et banques de l'ombre ne peuvent acquérir que les biens qu'elles finançaient, mais qu'elles ne peuvent pas vendre ces biens. Ce chemin sera douloureux, peu importe le moment ou la personne concernée. Les décideurs politiques sont face à la menace d'une dépression économique et il n'y a vraiment qu'un seul levier qu'ils peuvent actionner. Une forte dévaluation du yuan pourrait être la seule solution pour les planificateurs centraux chinois. En faisant passer le taux de change du yuan par rapport au dollar américain de 7 à 10 ou 12, il réduirait effectivement une partie de la dette du pays en diminuant la valeur réelle des engagements en cours. Cela permettrait aux emprunteurs de rembourser plus facilement leurs dettes et atténuerait le risque de défaut généralisé. Et ils ont déjà appliqué une petite dose de cette stratégie auparavant. En 2015, ils ont procédé à une dévaluation de 3%. Le problème est que les réserves de dollars du gouvernement et des entreprises privées disparaîtraient, car leur yuan vaudrait moins sur les marchés internationaux. Cela rendrait l'importation d'énergie, de nourriture et de tous leurs intrants industriels plus coûteuse. En même temps, cela n'aiderait pas forcément leurs exportations. Ils sont déjà accusés de pratiquer le dumping et les droits de douane augmentent partout. Une baisse du coût des exportations chinoises serait sans doute compensée par une hausse des droits de douane. Une Chine confrontée à une inflation galopante, à une baisse de richesse et à l'insécurité énergétique est un navire en perdition. S'ils optent pour cette voie, les responsables du Parti communiste chinois devraient agir vite. Une dévaluation du yuan entraînerait aussi une fuite des capitaux, les riches cherchant à transférer leurs avoirs hors de Chine pour se protéger de la baisse de la monnaie. Un renflouement interne rapide, la dévaluation du yuan et l'arrimage à l'or pourraient restaurer la confiance, mais entre-temps, les marchés mondiaux connaîtraient une volatilité extrême. L'Allemagne, l'Australie et le Brésil seraient donc particulièrement touchés par un tel choc. Nous suivrons la situation de près sur cette chaîne et vous pouvez vous attendre à d'autres mises à jour au fur et à mesure de l'évolution des événements. En attendant, regardez notre vidéo sur l'Argentine pour étudier un pays qui suit une trajectoire très différente de celle de la Chine.